Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment, en pleine Ardennes glaciale, une simple décision sur un dépôt d'essence a changé le destin de milliers de soldats et a condamné l'offensive allemande avant même qu'elle ne commence. 17 décembre 1944, 5 heures du matin, Honsfeld, Belgique. Le moteur du char Tigre toussa, crachota, puis s'éteignit d'un dernier souffle rauque. Le silence qui suivit fut brutal, presque assourdissant. Le Sturmbannführer SS, lieutenant-colonel Jochen Peiper, frappa du poing contre les trappes de la tourelle. Le choc métallique résonna dans l'obscurité glacée qui précède l'aube. De la buée s'échappait de ses lèvres tant l'air était mordant. Dans son compartiment, son pilote, l'Unterscharführer SS Weber, s'acharnait à relancer le gigantesque moteur Maybach de 700 chevaux. Sans succès. Un simple clic sec, puis à nouveau le silence. La jauge de carburant affichait 0. Le réservoir de secours était lui aussi désespérément vide. Peiper inspira profondément, puis se laissa glisser hors de sa machine d'acier. Ses bottes craquèrent sur le sol belge gelé, aussi dur que de la pierre. L'air était si froid qu'il brûlait les poumons. Autour de lui, dans la pénombre, se dévoilait la silhouette immobile du fer de lance blindé le plus puissant jamais rassemblé par l'armée allemande pour l'opération Wacht am Rhein, l'offensive des Ardennes. 67 chars, 149 semi-chenillés et près de 5000 soldats d'élite de la Waffen-SS. Tous à l'arrêt. Non pas à cause de l'ennemi, mais faute de carburant. Cette force mécanisée monstrueuse se retrouvait réduite à un champ de statues métalliques figées dans l'hiver. Un mélange lourd de frustration, de tension et d'une sourde inquiétude flottait dans l'air glacé. À travers la brume épaisse du matin, Peiper distinguait la position américaine juste devant eux. Honsfeld, un dépôt de ravitaillement essentiel pour la 99e division d'infanterie américaine. Tout indiquait une fuite précipitée. Les feux brûlaient encore dans des barils métalliques, projetant des reflets orangés sur la neige. Du café fumait toujours dans des tasses abandonnées sur des caisses. Et là, alignés comme une offrande tombée du ciel, se dressaient des rangées interminables de bidons. Des milliers de jerrycans américains, ces fameux conteneurs olive drab que la logistique alliée produisait par millions. L'odeur âcre de la fumée se mêlait à celle, presque incongrue, du café encore chaud. Peiper s'approcha lentement, presque avec respect. Son adjudant, le Hauptsturmführer SS Hans Gruber, ouvrit l'un des bidons. Le métal grinça. Il renifla, puis leva les yeux. De l'essence, et pas n'importe laquelle, de l'essence américaine à haut indice d'octane. Autour d'eux, les hommes se réveillèrent soudain comme galvanisés. Ils se mirent à ravitailler frénétiquement, leurs voix excitées déchirant la tension qui les oppressait depuis l'aube. Peiper avançait parmi les piles de jerrycans, tentant d'estimer l'ampleur du trésor qu'il venait de saisir. Le calcul était vertigineux, 189 000 litres. De quoi alimenter tout son Kampfgruppe jusqu'à la Meuse. De quoi potentiellement changer le cours de l'offensive. Dans ce seul dépôt abandonné, les Américains laissaient plus de carburant que ce que la plupart des divisions allemandes avaient reçu durant les 6 derniers mois. Le bruit des jerrycans qu'on jetait, le glou-glou de l'essence qui se déversait dans les réservoirs allemands, tout cela remplissait l'air glacé d'une musique frénétique. Mais alors que Peiper se tenait au milieu de cette manne inespérée, une idée lourde s'abattit sur lui. Une pensée plus froide encore que le vent du matin. Une pensée qu'il n'avouerait jamais à voix haute. Si les Américains pouvaient abandonner de telles quantités de carburant, si leur logistique était assez abondante pour qu'un dépôt entier soit laissé derrière eux sans hésitation, alors la guerre était déjà perdue. L'Allemagne ne s'était pas trompée tactiquement.
Elle avait totalement sous-estimé la puissance industrielle de son adversaire. Un frisson lui parcourut l'échine. Il ne venait pas du froid. 10 mois avant cet instant, en juin 1944, Albert Speer, ministre de l'Armement et de la Production de guerre, avait présenté à Hitler un rapport qui aurait dû faire annuler toute offensive. Un document sec, clinique, saturé de chiffres funestes. La production de carburant synthétique, le sang vital de la Wehrmacht, était méthodiquement anéantie par les bombardements alliés. Les villes industrielles baignaient en permanence dans une fumée âcre. L'usine Lona, qui produisait 175 000 tonnes de carburant en avril, n'avait pu en sortir que 5 000 en septembre. Les gigantesques installations d'hydrogénation de Pölitz et Brux, autrefois des prouesses de l'ingénierie allemande, tournaient à moins de 10% de leur capacité. Les halls, autrefois assourdissants, étaient devenus silencieux, ouverts au vent qui sifflait entre les poutres métalliques tordues. Les chiffres ne laissaient aucune place à l'optimisme. En 1944, les États-Unis avaient produit à eux seuls 1 milliard de barils de pétrole brut. L'Allemagne, en comptant sa production synthétique et le pétrole roumain, n'en atteignait que 33 millions, à peine 2% de la production américaine. Le Troisième Reich tentait de mener une guerre moderne avec les ressources d'un pays du XIXe siècle. Pendant ce temps, l'Amérique noyait littéralement ses armées sous le carburant. Le major Friedrich Simchen, de la logistique de la Wehrmacht, avait calculé que l'offensive des Ardennes nécessiterait 10 millions de litres rien que pour atteindre Anvers. Hitler, dans un élan d'optimisme déconnecté de la réalité, en alloua 18,9 millions. Mais en raison du chaos logistique et des lignes de transport détruites, seule la moitié parvint réellement aux unités de première ligne. Le haut commandement allemand misait donc la totalité de l'offensive sur la capture de carburant américain. Non pas une stratégie brillante, mais un aveu de faiblesse terminale. De leur côté, les Américains avaient construit des pipelines à travers la France, le fameux Pluto, Pipeline Under the Ocean, ainsi qu'un système logistique colossal, le Red Ball Express, un flot ininterrompu de camions livrant 12 500 tonnes de matériel chaque jour aux lignes de front. En décembre 1944, les forces américaines en Europe consommaient 4,5 millions de litres par jour et en recevaient 5,3 millions. Elles combattaient tout en augmentant leurs réserves. Jochen Peiper n'était pas un imbécile. À 29 ans, il était l'un des plus jeunes commandants de régiment de la Waffen-SS. Titulaire de la croix de chevalier avec feuilles de chêne et glaive, vétéran endurci du front de l'Est. Là-bas, il avait appris une vérité brutale. Dans la guerre moderne, le carburant valait plus cher que les munitions. Son Kampfgruppe était désigné comme Schwerpunkt, le point décisif de toute l'offensive. Le 14 décembre, lors du briefing final à Tandorf, le général Sepp Dietrich fut clair. Vous n'aurez assez de carburant pour atteindre la Meuse que si vous capturez celui des Américains. L'allocation de carburant du Kampfgruppe Peiper était de 117 000 litres, suffisant pour environ 80 km de combat. La Meuse, elle, se trouvait à 104 km. L'échec était mathématiquement inscrit dans le plan. Le 16 décembre, au matin de l'offensive, Peiper donna des ordres stricts. Les chars devaient rouler en file indienne pour économiser le carburant. Les moteurs seraient coupés au moindre arrêt dépassant 5 minutes. Et surtout, la capture des dépôts américains serait prioritaire sur tous les objectifs tactiques. Pendant ce temps, à seulement 32 km de là, le capitaine James Rose du 743e bataillon de chars américains notait placidement dans son journal « Ravitaillement reçu, 30 000 litres. Troisième livraison cette semaine. Réservoir de stockage pleins à ras-bord. 2 mondes, 2 guerres totalement différentes. » À 5 heures du matin, le 16 décembre, l'artillerie allemande ouvrit le feu. Un barrage titanesque, utilisant plus de munitions en 2 heures que celles allouées auparavant à des opérations entières. Mais même ce déluge de feu masquait les pénuries critiques. La colonne de Peiper se mit en route, déjà en retard.
Les routes qui semblaient importantes sur les cartes n'étaient en réalité que des chemins ruraux étroits, souvent non pavés, transformés en bourbiers glacés. Très vite, des embouteillages monstrueux paralysèrent l'avance. Des véhicules conçus pour les plaines russes se retrouvaient coincés dans la forêt dense des Ardennes. À Lanzerat, premier objectif, ils tombèrent sur une résistance inattendue, une simple section américaine de reconnaissance. 10 hommes. Ces 10 soldats tinrent la plus puissante colonne blindée allemande pendant près de 10 heures. 10 heures d'immobilité, moteurs au ralenti, gaspillant un carburant déjà trop précieux. Finalement, à l'aube du 17 décembre, la colonne atteignit Hounsfeld. Le ciel virait à un gris d'acier lorsque la colonne de Piper atteignit sa 32e borne. À ce stade, elle avait déjà consommé près de 40% de son carburant total. À cette allure, elle tomberait à court d'essence bien avant d'arriver à mi-chemin de la Meuse. La perspective d'être immobilisée en rase campagne planait déjà sur les esprits. Le dépôt américain de Holzfeld, où elle venait d'arriver, n'était même pas un véritable centre logistique, juste un point d'approvisionnement avancé pour la 99e division d'infanterie, classée par l'armée américaine comme un dépôt de type 3B, l'équivalent d'une station-service temporaire. Et pourtant, ce que Piper découvrit dans cette clairière boueuse dépassait l'allocation mensuelle en carburant d'une division panzer allemande entière. L'ampleur de ce simple stock américain dépassait l'imagination de soldats habitués à vivre dans la pénurie. Ce genre de détails logistiques, souvent ignorés du grand public, décide silencieusement du sort des batailles. Le SS Untersturmführer Hans Gruber, encore stupéfait des années plus tard, racontera « Nous avons trouvé des pyramides de jerrycans, chacun contenant environ 19 litres d'essence. Ils étaient empilés à 3 mètres de hauteur, sur peut-être 200 mètres. La scène, sous la lumière grise du matin, avait quelque chose de presque irréel. Une mer de métal vert-olive, abandonnée sans même avoir été sabotée. Les Américains étaient partis en laissant derrière eux une véritable fortune, comme s'il ne s'agissait que de déchets. Le carburant saisi était un mélange d'essence d'aviation à haut indice d'octane et de carburant pour véhicule, généralement autour de 80 octanes. Pour les moteurs allemands, en particulier les capricieux Maybach des chars Tigre, cette essence était presque trop raffinée. Son odeur plus forte, plus chimique, provoquait des ratés, des cognements, parfois même des pannes. Une ironie amère qui ne manqua pas d'agacer les mécaniciens. Pendant que la troupe s'activait, le SS Oberscharführer Wilhelm Hoffmann fit une autre découverte dans le petit bureau en bois du dépôt. Parmi les papiers humides, il trouva des bordereaux d'expédition. Il pouvait les lire. Avant la guerre, il avait travaillé dans l'entreprise d'import-export de son père. Les documents retraçaient un trajet délirant pour un soldat allemand. Ce carburant avait quitté le Texas, avait été acheminé à New York, puis transporté jusqu'à Liverpool, traversé la Manche jusqu'en Normandie et enfin parcouru plus de 640 km en camion jusqu'à Holzfeld. Un périple de plus de 6000 km, réalisé en moins de 6 semaines. Piper observa les papiers que lui tendit Hoffmann. Il les lut 2 fois, puis les froissa dans sa main gantée sans prononcer un mot. Son visage, raconte Hoffmann dans une interview de 1976, était devenu livide. Ils avaient tous deux compris l'essentiel. Ce simple bordereau était la preuve que les Américains maîtrisaient une logistique planétaire. Une puissance capable de projeter du carburant depuis l'autre bout du monde plus efficacement que l'Allemagne n'était capable d'approvisionner sa propre frontière. À côté des bordereaux, un autre soldat trouva une pile de journaux Stars and Stripes datés du 15 décembre, à peine 2 jours auparavant. L'encre semblait encore fraîche. L'une annonçait l'ouverture d'un nouveau pipeline reliant Cherbourg à Verdun, capable de livrer plus d'1 million de litres par jour. Un seul pipeline fournissant chaque jour davantage que ce que le Kampfgruppe Piper consommerait pendant toute la durée de l'offensive. Piper venait de découvrir une flaque d'eau.
Les Américains, eux, acheminaient des fleuves entiers. Pour mesurer l'ampleur du choc, il faut comprendre l'état désespéré du carburant en Allemagne fin 1944. Depuis mai, les bombardements alliés avaient détruit 90% de la production de carburant synthétique. La Luftwaffe ne manquait pas d'avions, mais de kérosène. Le temps de formation des pilotes avait chuté de 250 heures à une soixantaine. La marine de surface restait au port, rouillant en silence. Les U-boats naviguaient presque exclusivement au schnorkel pour économiser le diesel. Les civils n'avaient pas vu de voiture depuis 1942. On n'entendait plus dans les rues que le claquement des sabots, le crissement des charrettes. L'essence était tellement rare que la Gestapo enquêtait sur le vol d'1 seul litre. Pendant ce temps, les États-Unis produisaient 60% du pétrole mondial. Le seul champ pétrolifère de l'Est du Texas générait plus de pétrole que toute l'Europe occupée réunie. Les raffineries américaines tournaient 24 heures sur 24, au point d'expérimenter de nouveaux produits, simplement parce qu'elles avaient trop de brut. Grâce aux milliers de litres capturés à Holzfeld, la colonne Piper reprit vie. Les moteurs rugirent à nouveau, libérant la tension accumulée. À midi, le 17 décembre, ils envahirent Bullingen, capturant encore davantage de rations, de munitions et surtout des cartes. Des cartes indiquant d'autres dépôts américains dans la région. Mais ces cartes révélèrent aussi une vérité glaçante. Il y avait du carburant américain partout. La première armée US disposait à elle seule de 13 millions de litres en réserve. Piper venait de trouver un ruisseau au milieu d'un océan invisible. Sa colonne poussa ensuite jusqu'à Ligneville, où se produisit le massacre de Malmedy. 84 prisonniers américains furent exécutés dans la neige, leurs corps souillant la blancheur du champ. Même ce crime de guerre, affirma plus tard Piper, était lié au carburant. Il n'avait pas les moyens de gaspiller de l'essence pour transporter des prisonniers. Un prétexte sinistre, révélateur de la dureté du moment. Le soir du 18 décembre, l'avant-garde de Piper atteignit Stavelot, où se trouvait un gigantesque dépôt de carburant, plus de 7,5 millions de litres. Enfin, assez. Assez pour atteindre la Meuse, assez pour foncer vers l'objectif. Mais les Américains étaient déjà en mouvement. Le capitaine John Breur, du génie de combat, avait reçu un ordre simple et absolu. Refuser le carburant à l'ennemi, à n'importe quel prix. Dans l'obscurité glaciale, ces hommes répandirent de longues traînées d'essence entre les piles de jerrycans. Ils répartirent des grenades au phosphore blanc. Le sergent-chef Paul Solès lança la première. L'explosion fut immédiate. Un mur de flammes s'éleva, repoussant les hommes sous une vague de chaleur suffocante. En quelques minutes, le dépôt entier embrassait le ciel, illuminant la nuit d'un orange infernal. Une colonne de fumée noire monta à plus de 300 mètres, visible à des kilomètres. Les chars de Piper arrivèrent trop tard. Le carburant brûlerait 3 jours durant, assez pour alimenter toute la division jusqu'à Anvers, aller et retour. L'Untersturmführer Weber décrivit Piper observant les flammes depuis la tourelle de son char. Silencieux d'abord, immobile pendant de longues minutes. Puis, descendant enfin, il murmura seulement. « Ils peuvent se permettre de brûler des millions de litres juste pour nous en priver. Qu'est-ce que nous faisons ici ?» Partout dans les Ardennes, les ingénieurs américains faisaient la même chose, détruire les dépôts pour ne rien laisser à l'ennemi. À Trois-Ponts, 4 millions de litres supplémentaires partirent en fumée. À Spa, 9,4 millions de litres furent détruits. Et au total, durant la première semaine de l'offensive, les Américains incendièrent volontairement plus de 30 millions de litres de carburant. Beaucoup plus que ce que l'Allemagne avait alloué pour l'ensemble de l'opération. Le ciel belge se striait de colonnes de fumée noire qui montaient comme des funérailles industrielles. Cette absence totale d'hésitation, brûler des ressources essentielles plutôt que risquer la capture, venait d'un système logistique américain d'une ampleur que les Allemands ne pouvaient même pas concevoir. Le Red Bull Express, par exemple, avait acheminé 412 000 tonnes de matériel grâce à 6 000 camions roulant jour et nuit.
Chaque véhicule consommait environ 150 litres d'essence par jour. Rien que cette opération de camionnage brûlait davantage de carburant que ce que le groupe d'armée B allemand recevait en un mois. Le sol de France résonnait sous ce trafic continu, cette noria de moteurs qui ne s'arrêtait jamais. En décembre 1944, le Motor Transport Service employait 230 compagnies de camions, circulant sur des routes codées par couleur. Chaque jour, le système livrait 20 000 tonnes de matériel, dont 3 000 tonnes de carburant. C'était une rivière d'acier et d'essence qui coulait sans cesse vers le front. Une organisation si vaste qu'elle défiait l'entendement des logisticiens allemands habitués à compter la moindre goutte. Le colonel James Snyder, responsable logistique de la première armée américaine, écrivit dans son rapport du 18 décembre une ligne d'apparence banale, mais terrifiante par ce qu'elle signifiait. Carburant reçu hier, 7 millions de litres. Carburant distribué, 6,1 millions. Réserve nette, plus 848 000 litres. En pleine bataille défensive, l'armée américaine augmentait ses stocks. Et le système de pipeline amplifiait encore cette supériorité. L'opération Pluto pompait 3,78 millions de litres par jour depuis la Grande-Bretagne, un flux continu sous la Manche. À terre, d'autres lignes prenaient le relais. Le pipeline Cherbourg-Paris livrait 3 millions de litres par jour, celui de la Seine près de 6 millions. On aurait presque pu entendre, sous le sol français, le murmure du carburant glissant vers le front. En décembre 1944, les forces alliées en Europe du Nord-Ouest consommaient 28,4 millions de litres par jour, tout en recevant 31 millions. Même au cœur des combats les plus violents, leurs réserves continuaient d'augmenter. Cette abondance n'était pas simplement un avantage, c'était une arme stratégique. Pendant ce temps, le Kampfgruppe Peiper s'enfonçait en Belgique et l'impossibilité de sa mission devenait chaque heure plus évidente. À Schottfontein, ces hommes capturèrent un petit dépôt, 18 900 litres. Ils furent consommés en 3 heures. Les chars Tigre engloutissaient près de 580 litres aux 100 km en combat. Les Panthère, 354 litres aux 100 km. Et dans les Ardennes boueuses et vallonnées, cette consommation montait encore de 40%. L'odeur d'essence brûlée devint pour eux celle de l'angoisse. L'Obersturmführer Otto Dingler, officier de maintenance du 1er régiment Panzer SS, nota d'une main gelée. À midi, le 18 décembre, nous avons consommé 253 600 litres. Depuis le début de l'offensive, nous en avons capturé peut-être 208 000. Nous fonctionnons en déficit permanent. Ils brûlaient le carburant plus vite qu'ils ne le trouvaient, et les Américains le savaient. Grâce aux interceptions radio ultra, ils suivaient parfaitement la situation de Peiper. Le général Courtney Hodges transmet un ordre sec. L'ennemi est en pénurie critique de carburant. Détruisez tous les stocks menacés. L'information, invisible et silencieuse, était une arme plus tranchante que n'importe quel canon. Le même jour, pendant que Peiper comptait littéralement ses litres restants, les C-47 américains effectuèrent 316 sorties pour ravitailler Bastogne assiégée, larguant notamment 605 000 litres de carburant. Les avions traçaient dans le ciel gris le bruit même de la supériorité logistique. En une seule journée, les États-Unis livraient par avion à une seule garnison encerclée plus que tout ce que Peiper possédait. Le 19 décembre, à Stoumont, la crise devint mortelle. La neige amortissait les sons. Des chars furent abandonnés, non faute de combat, mais faute d'essence. Peiper rassembla ce qui lui restait, peut-être 300 vitres. De quoi se battre une fois de plus, ou battre en retraite. Pas les deux. L'air lui-même semblait peser sur le choix. Pendant ce temps, loin du froid, dans des bureaux chauffés, les planificateurs alliés préparaient les opérations de janvier. Le brigadier général Maurice Gillem demanda 927 millions de litres pour le mois à venir. L'ordre fut approuvé, sans débat. Un simple geste de plume déplaçait plus de carburant que l'Allemagne n'en avait produit en 12 mois. Le contraste ne se limitait pas aux quantités. Les véhicules américains étaient standardisés,
simple à entretenir. Un Sherman consommait environ 230 litres au 100 km contre 590 pour un Tigre. Les camions américains parcouraient 100 km avec 30 litres d'essence. Les pièces étaient interchangeables, les procédures uniformes. Face à cela, la logistique allemande n'était qu'un chaos. Véhicules capturés, modèles disparates, huiles différentes, pièces incompatibles. Un cauchemar mécanique dans la boue et le gel. Le 20 décembre, un message radio tomba dans le poste de commandement de Piper, saturé de statique. Convoi de carburant détruit par l'aviation alliée. Aucun ravitaillement possible. Continuez avec les ressources disponibles. Silence total. Piper réunit ses officiers. L'Obersturmbannführer Werner Pötsch, épuisé, résuma. Nous avons du carburant pour 20 km. La Meuse est à 30 km. Les chiffres restèrent suspendus dans l'air glacial. L'Obersturmbannführer Gruber raconta plus tard que Piper déclara d'une voix vidée d'émotion « Messieurs, nous combattons un ennemi qui brûle plus de carburant pour nous le refuser que nous n'en avons reçu pour toute l'opération. Ce que nous avons capturé à Honsfeld, qui semblait miraculeux, n'était rien pour eux. Nous ne pouvons pas gagner. » L'évidence était devenue inévitable. Le général Hasso von Manteuffel écrira plus tard « Lorsque j'ai appris que les Américains avaient détruit 30 millions de litres plutôt que de risquer que nous les capturions, j'ai compris que l'offensive était perdue avant même d'avoir vraiment commencé. Ce n'était plus une bataille, c'était une équation impossible. » Le 21 décembre, Piper fut encerclé à la glaise. Ses chars, désormais vides, n'étaient plus que des bunkers glacés. Autour d'eux, les unités américaines, 30e division d'infanterie, 82e aéroportée, 3e division blindée, disposaient pour cette seule journée d'une allocation totale de 1,28 million de litres. Piper avait 3785 litres. La disproportion était cosmique. Le soldat de première classe Richard Meckin écrivit chez lui « Nous avons encerclé des Allemands tombés en panne d'essence. Notre capitaine dit qu'on utilise plus de carburant pour chauffer le café qu'ils n'en ont pour leurs chars. La vérité du terrain, brute, irréfutable. Et la suite ne fit que confirmer l'inéluctable. Les officiers allemands écrivaient leur rapport dans un froid si mordant que l'encre gelait presque sur le papier. Tous faisaient la même constatation. Les Américains détruisaient plus de carburant en une journée que l'Allemagne n'en recevait en un mois. Ils conduisaient leurs chars comme les Allemands marchaient à pied. La conclusion était évidente. Cette guerre était perdue. En 1944, la puissance industrielle américaine écrasait tout. Un nouvel avion sortait des chaînes toutes les 5 minutes. Un navire chaque jour, un char toutes les 7 minutes. L'Amérique en guerre produisait un vacarme métallique constant, un rugissement industriel que rien ne pouvait arrêter. Les chiffres du pétrole disaient tout. 1,8 milliard de barils pour les États-Unis, 110 millions pour l'Union soviétique, 33 millions pour l'Allemagne, synthétique compris, 2,6 millions pour le Japon. L'axe entier produisait moins de 2% du pétrole américain. Chaque offensive allemande après 1942 était limitée par la pénurie. Chaque offensive américaine était portée par une abondance impossible à concevoir pour les planificateurs nazis. Les soldats allemands avançaient la peur au ventre, l'œil fixé sur la jauge. Les Américains avançaient avec l'assurance tranquille de réserves infinies. Le 27 décembre, un officier américain annonça que le mauvais temps avait réduit les livraisons de carburant à seulement 89 millions de litres par jour. Un instant d'inquiétude. Puis quelqu'un rappela que ce désastre dépassait l'allocation totale de l'Allemagne pour toute l'offensive des Ardennes. Un silence gêné, quelques rires étouffés. La disproportion était indescriptible. Les prisonniers allemands étaient plus choqués par le gaspillage américain que par leur puissance de feu. Voir des GI jeter des rations à moitié consommées,
ou utiliser de l'essence pour allumer des feux de camp, brisa plus sûrement leur morale que l'artillerie. L'odeur de l'essence brûlée pour détruire des déchets était, pour eux, le parfum de l'incompréhension totale. Un soldat allemand interrogé résuma: « Nous connaissions vos chiffres de production, mais voir vos soldats gaspiller plus que ce que nous possédions a rendu ces chiffres réels. » Un autre écrivit: « Les Américains lavent leurs vêtements dans l'essence, ils donnent du chocolat aux chiens, ils tirent à l'artillerie pour Noël. Nous ne pouvons pas combattre l'infini. » La propagande allemande s'effondrait. Comment ces Américains prétendument décadents pouvaient-ils posséder une telle abondance, tandis que la soi-disant race des maîtres grattait les fonds de barils pour survivre? Au procès de Nuremberg, presque tous les généraux allemands évoquaient la même chose: la logistique, le carburant, la vraie cause de la défaite. Keitel déclara: « Nous avions la supériorité tactique en 1944, mais nous ne pouvions plus déplacer nos forces. Les Américains déplaçaient des armées comme des pièces sur un échiquier. » Même Peiper, jugé pour Malmedy, admit: « Après le 17 décembre, chaque décision fut dictée par le manque de carburant. Nous ne pouvions ni manœuvrer, ni poursuivre, ni battre en retraite. » Les Américains se déplaçaient librement, tandis que nous comptions les litres. Guderian ajouta: « Quand Peiper captura 189 000 litres, cela signifiait tout pour nous et rien pour eux. À cet instant, la guerre était terminée. » Hansfeld n'était pas un triomphe, c'était un diagnostic. La preuve que l'Allemagne affrontait une puissance industrielle démesurée. Le contraste était cruel. Les États-Unis produisirent pendant la guerre 324 750 avions. L'Allemagne, 119 907. Les États-Unis construisirent 98 410 chars. L'Allemagne, 46 857. Mais surtout, 1,8 milliard de barils de pétrole raffiné contre 33 millions. Un ratio de 50 contre 100. La guerre était jouée avant même d'être livrée. Quand Peiper abandonna 39 chars, 70 semi-chenillés et plus de 150 véhicules, ces hommes comprirent la vérité. Ils avaient capturé, célébré, protégé ces 189 000 litres pour découvrir que les Américains en brûlaient des millions chaque jour. Un vétéran allemand déclara bien plus tard: « Ce matin-là, en trouvant le carburant américain, nous avons cru gagner. Le soir, nous avons compris que nous avions déjà perdu. » Une division blindée américaine consommait en 2 jours ce que le Kampfgruppe Peiper avait capturé en risquant sa vie. Le Red Ball Express brûlait autant en 3 heures. La guerre industrielle ne récompense ni le courage, ni l'expérience, ni l'entraînement. Elle récompense uniquement la capacité de produire et de gaspiller. Un dernier chiffre résume tout. Durant la bataille, l'armée américaine consomma 1 milliard de litres. L'Allemagne, 10,6 millions, presque 100 fois moins. L'Amérique aurait pu perdre des batailles. Elle ne pouvait pas perdre la guerre. Son moteur industriel tournait trop vite, trop fort, trop longtemps. En 1944, l'Allemagne ne combattait plus pour gagner. Elle combattait pour retarder l'inévitable. Elle mesurait sa défaite en litres. L'Amérique mesurait sa victoire en océans.